Edmond Haraucourt, Da, le premier homme. Dédicace à Waldeck-Rousseau. Vous remarquiez un jour, mon cher ami, que je ne dédie guère mes livres qu'à des morts. Vous ne m'en blâmiez point, vous disiez même qu'Alceste m'en eût approuvé, et j'imagine qu'au fond vous pensiez comme lui. Il y a une méchante pudeur à dire aux gens qu'on les aime, tant qu'ils sont là. Avec les disparus, on est mieux à l'aise et l'occasion est bonne de leur prouver qu'on les chérissait pour eux-mêmes. Je pense beaucoup à ceux qui sont partis, et beaucoup à ma propre mort. Depuis ma prime jeunesse, j'ai vécu sous un perpétuel memento mori, que ramène instantanément toute minute un peu vibrante. Il ne comporte d'ailleurs aucune tristesse et ne m'empêche nullement de goûter la vie ou d'en jouir, puisqu'il ne survient au contraire que pour m'inciter à mieux percevoir que je vis. Mais je note dans mon existence deux périodes bien distinctes. Dans la première, je disais, la mort, c'est la fin des joies. Aujourd'hui, après tant de deuil et sentant que plus rien ne me plairait en ce monde si quelques êtres encore disparaissaient autour de moi, je dis, la mort, c'est la mort des autres. Ils nous emportent trop de choses vraiment, et c'est par égoïsme que je me raccroche à eux. Je les tire pour qu'ils reviennent, je les force à me rendre leur présence. On est bien sûr de ne pas les déranger, ceux-là. On leur raconte ses affaires, on désire, on discute. Nous avons causé très souvent, vous et moi, pendant que j'écrivais ce livre. Il m'a paru vous intéresser, bien que vous ne m'ayez guère épargné les critiques. Vous regrettiez, par exemple, que je me fusse permis de condenser en une période bien trop courte des faits et des inventions qui exigèrent un laps infiniment plus long. Vous me reprochiez aussi d'avoir présenté comme notre aïeul l'homme de Néandertal et de Spie, dont l'espèce est disparue. Vous me concédiez pourtant que cette branche inférieure durait encore à l'époque de la pierre éclatée. La récente découverte de la chapelle au sein nous en fournit la preuve. L'hypothèse d'une rencontre et d'un croisement entre cette race et celle de Cro-Magnon ne comporte donc plus aucun anachronisme. Dès lors, il me devient licite d'adopter le type néandertalien pour faire de lui, en raison même de son caractère plus bestial, un symbole de l'animalité humaine. Au reste, vous passiez condamnation là-dessus. Vous m'avez querellé davantage sur les périls de la méthode inductive et sur ma prétention à la logique. Ce grief vous tenait à cœur et vous aviez je ne sais quelle amertume de philosophe désabusé pour parler de la candeur qui nous invite à croire que nous faisons œuvre de logique quand nous faisons œuvre de poète. Avec une clairvoyance d'outre-tombe, vous déploriez ces façons humaines de s'exprimer qui nous portent à entrevoir un rapport de cause à effet entre des événements à la réalisation desquels ont coopéré d'innombrables facteurs, étrangers à notre argumentation. Et vous me signaliez que je ressemble tout juste à Da, par cette illusion que je me donne d'expliquer les choses du monde. Rien n'est plus juste. Nous ressemblons tous à Da, peu ou prou. Mais par certains côtés de votre caractère, vous lui ressembliez moins qu'un autre. C'est précisément pour cette raison que je vous le dédie, par esprit de contraste. Je connais peu de gens, en effet, qui aient su, aussi bien que vous, réussir à la tâche difficile de réprimer l'ancêtre. Je ne parle point de l'autorité que vous eûtes auprès de vos contemporains, mais seulement de l'admirable empire que vous exerciez sur vous-même. Il y a des moments où notre volonté n'est plus maîtresse de nos pensées ni de nos actes, comme d'une machine détraquée dont le ressort saute, des gestes ou des mots jaillissent de nous, et des faits s'accomplissent qui nous désoleront tout à l'heure. Nous en rougirons de honte, nous ne comprendrons pas comment nous avons pu nous en rendre coupables, c'est comme si un autre caché au fond de nous avait agi à notre place, par le moyen de nous. Cet autre-là, c'est Da. On a souvent répété que chacun porte en soi deux êtres qui se combattent, formule purement idéaliste, mais dont l'exactitude scientifique pourra se démontrer quelque jour. Je crois bien que ces deux adversaires intérieurs, dont l'un s'appellerait la brute et l'autre la conscience, sont en nous les hérédités de deux époques différentes. D'une part, l'ancêtre originel, le bimane tertiaire, l'homme des bois, avec son égoïsme animal et sa violence. D'autre part, le quaternaire, l'homme du clan, qui conçoit l'urgence de réduire et de discipliner les instincts sous peine de mort pour la collectivité.
substituant la notion de l'intérêt commun à la notion jusqu'alors exclusive de l'intérêt individuel, il impose la prédominance de ce qui sera bon pour nous sur ce qui est bon pour un seul. Sacrifiant l'individu au groupe, il lui prescrit de s'immoler. Il invente le devoir, c'est-à-dire l'altruisme. Cette loi-là, Da n'en veut point, et il se défend. Comme nous portons en nos cellules l'héritage des deux adversaires, c'est en nous que la bataille continue. Le drame a fort peu changé depuis l'âge des cavernes. Pas plus qu'alors, Da n'abdique son droit de vivre. On ne l'a soumis que par la force. Depuis des milliers d'ans, on n'arrive qu'à le contenir. Il est là qui guette son heure, et elle revient tous les jours. Tous les réflexes de la brute impulsive sont des survivances de lui. Dans l'homme ivre, dans l'homme en colère, dans l'homme en foule, dans les cauchemars de l'homme qui dort, c'est lui qui reparaît. L'enfance criminelle, c'est lui qui ressuscite chaque fois qu'on le déchaîne, il tue. Son goût pour le sang qui coule fait de Da un hôte assidu de l'histoire chez tous les peuples. Dans tous les temps et sans distinction de climat ni de caste, l'histoire est pleine de ses gestes. On pourrait presque dire qu'elle parle surtout de lui. Elle en parlera jusqu'à la fin. Da est irréductible parce qu'il est originel. Le premier homme vivra tant que le dernier sera debout. Puisque Da ne veut pas mourir, le but unique est de le vaincre en l'apaisant. À sa violence, mettre le joug de la sagesse qui réfléchit et qui s'efforce. À son égoïsme, enjoindre le renoncement. Au bien de tous, subordonner mon bien. Ce sera toute la morale. Que j'y consente et que je m'y applique, ce sera toute la vertu. Première partie, le nomade. Chapitre 1. L. Au sommet de la falaise crayeuse, les branches du hallier s'écartèrent. Une face brutale et recuite se fit jour entre les feuilles, puis la chair d'une épaule, d'un bras, d'un buste, et la femme qui rampait se redressa nue et velue. C'était une femelle trapue, petite, au torse massif, aux membres durs. Tout en elle était large et court, excepté le bassin. Une hauteur d'adolescente et une ampleur de portefaix, des jambes brèves, des genoux bas, des pieds aplatis, des mains épaisses et des doigts en spatule. Ses muscles noueux comme le chêne s'accrochaient à une ossature de roc et son ventre proéminait. Sur le fond rougeâtre de sa peau, une toison flexueuse dessinait un décor symétrique, dont la pointe s'effilait sur le sternum et qui descendait en deux courbes depuis la gorge jusqu'au pli de l'aine, tandis que par derrière, deux autres volutes partaient des aisselles pour rejoindre l'épine dorsale et glisser vers les reins, où elles s'éployaient en éventail. Une crinière de poils plus rude qui garnissait le crâne de bourre et de mèche encadrait le visage d'une auréole sombre à reflets roux, dont les dernières flammes atteignaient la naissance des épaules. Dans cette broussaille, le cou se faisait encore plus massif, sous un maxillaire solide. La bouche vaste, aux lèvres charnues, projetait en avant sa dentition redoutable, et tout le visage était comme écrasé sous la dalle d'un front fuyant. Le nez, court et large, se redressait à hauteur des pommettes et tendait le double cornet des narines mobiles pour aspirer les révélations du vent. À l'abri du front bas que mangeait la chevelure, les arcades sourcilières, violemment accentuées, retombaient pour former deux grottes au fond desquelles les yeux s'agitaient comme deux bêtes inquiètes. Ses yeux étaient bruns et menus. Entre les paupières bridées qui ne laissaient apercevoir qu'un mince filet de cornée, par habitude de veiller aux périls multiples et incessants, ils exprimaient l'anxiété et ils remuaient sans repos. Debout au bord de la falaise, la femme rabaissa stupidement son regard vers le gouffre, et les images entraient en elle. Sur la place où Paris devait s'élever plus tard, la Seine large de 4 lieues et jaune entre les forêts vierges roulait sous le ciel orageux. Du fond de l'horizon, le fleuve se ruait avec furie, et comme un lac plein de tumulte, il couvrait tout le pays. Sur le bord des îlots, la femme voyait se déplacer les taches noires des hippopotames, des rhinocéros, et par endroits émergeant des herbes hautes, les dos ronds d'éléphants qui cheminent en file. Sur cette immensité morose, l'averse tombait dru.
Elle ne regarda pas longtemps. Habituée au spectacle étroit de sa forêt, elle avait le vertige devant ce gouffre trop vaste et trop mobile. Dans le demi-cercle de ces horizons trop lointains, qu'elle croyait voir bouger comme le fleuve, sa tête tournoyait déjà, ses paupières clignaient. Elle essaya de lever la face vers le ciel, mais les nuages couraient trop. Vite, elle ferma les yeux. Elle secoua ses épaules et sa crinière ruisselante, puis lentement, elle recula, jusqu'à ce qu'elle sentît, sur son dos, le chatouillement des brindilles. À leur contact, elle pivota d'un mouvement brusque, fléchissant les jambes étant dans le buste, un bras en avant pour écarter les branches et l'autre s'appuyant au sol, tête baissée, elle se renfonça sous bois. Encore un moment, sa croupe volumineuse se détacha en clair sur le fond sombre du hallier. Puis, le rideau des frondaisons se rabattit sur elle. Chapitre 2. La Genèse. C'était au premier jour de l'espèce humaine, bien avant que l'aigreur de la température obligeât nos aïeux à chercher un abri au fond des cavernes. Et cependant, c'était hier, ou presque, puisqu'il y a seulement 1 ou 2 milliers de siècles. Alors, notre planète, après tant de révolutions successives, avait pris déjà la forme dont elle ne devait plus guère, jusqu'à nous, modifier les grandes lignes. L'enveloppe de la Terre, graduellement refroidie, s'était ridée comme l'écorce d'un fruit mûr et crevée de volcans. Puis, à mesure qu'il se resserrait sur lui-même, le globe, devenu tétraèdre, avait poussé au dehors les arêtes de sa quadruple cassure. Ses plaies s'étaient cicatrisées en de longues chaînes de montagnes, au pied desquelles s'étageaient les continents. Sur ces crêtes imprévues, l'humidité de l'air apprenait à se condenser, inventant la neige et la glace ignorées autrefois. Le plissement alpin hérissait maintenant ses cimes réfrigérantes, mais en même temps qu'avait surgi cet énorme congélateur, une chaudière s'était parallèlement creusée. À l'occident de l'Europe, un océan plus large étalait sous les tropiques ses immenses surfaces d'évaporation. Entre ce foyer de chaleur et ce foyer de refroidissement, le courant d'air emportait avec lui une marée de nuages. Inlassablement, depuis des siècles, la houle des nuées roulait de la région marine vers la région montagneuse. À travers une enveloppe si dense, le soleil ne brillait presque plus jamais. Dans l'année sans été, l'automne prolongeait le printemps. Dans le jour sans midi, le crépuscule durait du matin jusqu'au soir, mais l'opaque manteau de vapeur qui arrêtait au passage les rayons du soleil empêchait aussi le refroidissement des nuits et des hivers. En sorte que la température des heures, aussi bien que celle des saisons, variait sensiblement peu. Une pluie centenaire s'abattait sur les plaines, tandis que la neige s'amoncelait sur les faîtes. Déjà même, par instants, quelques glaciers trop lourds s'ébranlaient au rebord des cirques et doucement, formidablement, entraînés par leur poids, ils se mettaient en marche avec une lenteur invincible. Les âges d'exubérance étaient depuis longtemps révolus sur la terre. Les sauriens géants, dans les couches du sol, pétrifiaient leurs derniers squelettes. Une ère moins furieuse s'inaugurait. Cette logique suprême d'où naît toute harmonie, et qui règle la transformation simultanée des astres et de leurs parasites, avait progressivement amené les époques sur lesquelles devait régner le beau peuple des mammifères. Avec eux, une vie plus délicate s'était manifestée durant l'âge tertiaire. Par des sélections successives, les formes se diversifiaient, les organes s'affinaient, les sens se faisaient plus subtils. Un système nerveux plus complexe et mieux ordonné tendait à devenir cerveau. Depuis quelques millénaires, ces jeunes conquérants avaient pris possession du monde rénové. Mais tous n'étaient point aptes à supporter la froidure relative qui commençait à crisper l'atmosphère. Déjà des races d'animaux et de plantes émigraient ou s'éteignaient tandis que d'autres variaient pour s'adapter, et que les espèces moins frileuses apparaissaient au monde. L'homme nouveau-né se glissait parmi elles, rare encore et dénué de tout. De ci, de là, sur la terre, on rencontrait quelques variétés de ce bipède nu.
Elles se ressemblaient par leurs caractères essentiels, car il importe de noter que les conditions climatériques sous les diverses latitudes du globe ne différaient qu'à peine. Telle production, quand elle devenait réalisable en un point, se faisait simultanément possible en quelques autres. Sur plusieurs continents, plusieurs races d'hommes venaient d'apparaître presque en même temps, c'est-à-dire à 20 000 ans près. Chapitre 3. L'Éden. Vue de Mars, qui brille rouge, la terre semblait peut-être verte tant la végétation y restait abondante. Sur toute l'Europe occidentale, une forêt ininterrompue s'étalait, depuis le double massif des montagnes jusqu'au triple gouffre des mers. Elle était si dense que les rameaux d'un arbre s'enchevêtraient à ceux de l'arbre voisin et que les plantes s'entretuaient comme des bêtes pour gagner leur place de vivre. Les cadavres des vaincus engraissaient le sol moite. Ces couches successives de feuilles et de branchages avaient entassé un spongieux tapis que l'adverse détrempait sans fin. L'eau qui tombait en pluie dans cette pourriture remontait sur elle en brouillard ou fluait dessous en ruisseau. Un air lourd et glauque, imprégné de vapeur, stagnait sur ce lit de ferment et les fondations l'enfermaient sous leur voûte. En cette atmosphère nourrissante, les végétaux se gorgeaient de sève et les insectes pullulaient. Ceux-ci étaient vieux déjà. Nombre d'entre eux dataient de la période houillère et prospéraient. Sur chaque mare, des myriades d'ailes bourdonnaient. Sous chaque feuille, des ventres rampaient, des bouches mangeaient, des pattes fuyaient. Exutoire de cette terre saturée d'eau, des sources jaillissaient au versant de tous les coteaux. Dans toutes les gorges, des cascades mugissaient. Dans tous les creux de la montagne, des lacs naissaient et grandissaient, en attente de l'heure où ils rompraient leurs digues pour se ruer vers les bas-fonds. À chaque orage, les ruisseaux, transformés en torrents, entraînaient pêle-mêle la terre, le sable, les rocs, les arbres déracinés, les bêtes noyées par milliers. Les fleuves recevaient tout, absorbaient et emportaient tout. Les infimes cours d'eau que nous appelons le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne et le Rhône ne ressemblent plus à ce qu'ils furent alors. À travers la forêt de l'Occident, cette quintuple ruée d'eau brutale s'était frayé passage, ouvrant dans la verdure et l'ombre 5 tranchées de lumière. Ces sinueuses avenues s'irradiaient du ventre vers les bords comme les tentacules d'une pieuvre couleur de ciel. Démesurément grossis par l'abondance des averses, non moins que par la fonte des neiges, les fleuves gagnaient progressivement toute l'ampleur offerte à l'invasion de leurs flots. Nos plaines en étaient recouvertes, nos collines émergeaient en îlots, les hauteurs seules furent habitables. Les hôtes du marécage, hippopotames et rhinocéros, s'accommodaient sans peine de cette inondation qui caractérisa l'approche des temps glaciaires. Mais elle refoulait vers les plateaux la multitude des autres bêtes qui montaient chercher sous les arbres leur asile et leur nourriture. Elles y trouvaient largement l'un et l'autre, car la végétation drue y multipliait les repères et les proies ne manquaient pas plus aux carnassiers que les feuilles aux herbivores. Parmi la faune et la flore de cet Éden, l'homme de nos jours se trouverait à peine dépaysé. De prime abord, il reconnaîtrait les bêtes et les plantes de l'Europe moderne et celles de l'Asie, celles de l'Afrique septentrionale. Au second coup d'œil, il s'étonnerait de trouver réunies comme en un jardin zoologique les espèces des pays chauds et celles des climats tempérés. Mais s'il regardait davantage, il s'épouvanterait de découvrir que ce chat, au bord de la Seine, est grand 2 fois comme un lion de l'Atlas, que l'ours des Pyrénées, comparé à son ancêtre des cavernes, devient un ourson, et que notre éléphant de la Côte d'Ivoire s'abriterait sous le ventre de celui qui fut son aïeul, au temps du Pliocène. Sur ce monde de colosses, un ciel bas et rageur roulaient indéfiniment les troupeaux de nimbus envoyés par la mer. Les orages éclataient sans répit. À tout moment, sous les voûtes de la forêt, la trouée verte des éclairs défonçait la pénombre. Au fracas de la foudre, des roulements lointains répondaient. Du haut des nuages crevés,
l'eau tombait en cataracte. Parfois, cependant, l'averse s'arrêtait et la terre voyait briller quelques lambeaux d'azur. C'était lorsqu'un vent froid venait à se lever au front des moraines alpines pour descendre vers l'occident, dont il rebroussait les nuées et déchirait les brouillards. Alors, les grands singes, survivants des espèces jadis nombreuses, grelottaient dans les arbres et serraient leurs grands bras autour de leur poitrine. Les félins s'enfuyaient en rasant le sol et miaulant de détresse, transis par ce souffle mortel qui présageait pour eux le cataclysme glaciaire dont ils allaient périr. Chaque soir, à l'entrée des cavernes que les chats géants disputaient aux ours, les grondements de leur bataille emplissaient l'air brumeux. Les éléphants malins relevaient la trompe en barrissant, satisfaits d'entendre leurs ennemis, les mangeurs de chair s'entr'égorger sur le plateau. Mais les autruches et les chevaux affolés s'enfuyaient par bandes, tandis que les hyènes, les chiens et les renards s'aplatissaient dans l'herbe et se pourléchaient les babines, sûrs de trouver demain la carcasse du lion gisant les reins cassés et la poitrine dévorée par l'ours invincible. En cet immense garde-manger de la forêt pléistocène, nul être n'existait que pour la faim d'un autre. L'omnivore humain y tenait sa place, goulu et nu, mangeant jusqu'à ce qu'il fût mangé, et n'ayant pas d'autre fonction. Chapitre 4. Les solitaires. Je n'invente rien. J'essaye de me rappeler. Vous aussi vous vous souvenez, mais vous ne le savez pas. Écoutez qu'on vous aide, vous portez, dans vos nerfs et dans votre sang, l'imprescriptible survivance de ce que vous fûtes jadis en la personne des plus lointains aïeux. Ce sont vos souvenirs assoupis que je réveille pour évoquer en vous le temps où ces aïeux vous conquéraient une âme. Ils erraient, ils vivaient sous bois. De cet ancêtre tertiaire, la paléontologie retrouvera difficilement les vestiges. Les témoignages d'une présence humaine n'ont pu subsister qu'à partir de l'époque où les restes de l'homme furent protégés contre l'action des temps. Et l'âge n'était pas encore venu de nous conquérir des asiles. Les cavernes restaient en possession des fauves qui ne les prêtaient guère. L'homme isolé n'aurait su prétendre ni à les conquérir ni à les conserver. Leur occupation ne deviendra réalisable que pour le groupe déjà nombreux du clan, et elle correspondra avec les premières manifestations sociales. En attendant, les nomades fuyaient le repère et ses abords, au lieu de les rechercher. Ils n'avaient ni gîte ni tombe. Ils vivaient et mouraient dehors, dans la boue, leurs dépouilles, rongées et foulées par les fauves, fouillées par les insectes, délavées par les pluies, pulvérisées et malaxées par les siècles, a disparu. Ainsi que toutes les bêtes de proie, ces hommes vivaient dans l'isolement. À côté d'eux, quelques espèces plus prolifiques, plus anciennes, plus cultivées, et notamment des familles d'insectes, ébauchaient un commencement de société qui rendait la vie moins précaire. Mais l'espèce naissante voyait ces civilisations sans en comprendre le bienfait. À cause de leur petit nombre, les humains se rencontraient peu et comme, d'autre part, ils avaient, à cause de leur faiblesse, plus de méfiance à garder et plus de peine à trouver leur subsistance, ils s'évitaient au lieu de s'unir. Le double égoïsme de la faim et de la peur les éloignait l'un de l'autre. Chacun était pour soi un monde, hors duquel rien n'existe. La rencontre des sexes ne constituait elle-même qu'un accident rapide, après lequel tous deux tiraient au large et oubliaient. Il arriva pourtant qu'un couple fut. Chapitre 5. Une rencontre. La jeune femme, en quittant la falaise, avait marché devant elle, au hasard. Bien qu'elle n'eût pas de but, elle allait en ligne presque directe, n'obliquant vers un côté ou l'autre que si l'enchevêtrement des branches, des lianes et des broussailles lui barrait la voie. Arrêtée à tout moment par la multiplicité des obstacles, elle n'avançait qu'avec lenteur et toujours à demi courbée, effleurant l'herbe de la main gauche qu'elle balançait à hauteur du genou,
et ployant le bras droit pour le rabattre ensuite et le relever encore. Le buste oblique, le cou tendu et le masque redressé, elle ramait dans la verdure. Cette allure accroupie, que l'exubérance de la végétation rendait nécessaire et constante, lui avait fait, comme à tous ceux de sa race, des genoux et des talons énormes. En même temps, les muscles de l'arrière-train, ayant à soulever sans cesse le poids de ce torse penché, s'étaient développés à l'excès, tandis que ceux de la nuque s'hypertrophiaient par le continuel effort de relever la tête. Ainsi elle portait son crâne, non pas sur ses épaules, mais en avant, et sa face allait la première, les yeux écarquillés, les narines larges ouvertes. Son ventre, lourd d'aliments indigestes, se bombait par son propre poids. Au-dessous de sa poitrine inclinée, ses mamelles commençaient à pendre, bien qu'elle n'eût jamais enfanté, et qu'elle fût vierge encore. Au moindre bruit du fourré, elle s'immobilisait pour guetter. Alors ses yeux menus, son nez large et ses amples oreilles remuaient vers le danger. Dès qu'il se précisait, elle quêtait au plus proche un solide rameau, l'empoignait et se hissait dans l'arbre pour y chercher un refuge. Quand elle pensait n'avoir plus rien à redouter, elle glissait à terre et se remettait à marcher. Elle vivait depuis 13 ou 14 ans. Un jour, elle était née de quelques femelles errantes qu'il avait allaitées et portées sous son bras. Un autre jour était venu où cette mère, se trouvant là sous-traquée, l'avait jetée dans l'herbe. Peut-être aussi quelques fauves avaient dévoré la femme et dédaigné l'enfant. Pareille aventure, depuis des siècles, arrivait couramment à des milliers d'autres, qui ne tardaient guère à périr. Et c'est pourquoi la race, si menacée, si peu féconde, ne se multipliait qu'avec une extrême lenteur. Cette fille avait réussi à ne pas mourir, et elle durait, dans la notion de n'avoir plus qu'un moment à durer. De nouveau elle sursauta, quelque chose sous les feuilles avait bougé, du bois mort craquait sous un poids. Preste, elle lança en l'air sa main droite et saisit une branche. D'un bond, elle disparut dans la verdure. Une jambe seule pendait encore, couverte de poils rudes et boueux. Des rides profondes striaient la plante du pied. Le pouce écarté des autres orteils battait à la recherche d'une ramure à agripper. Elle hurla. On lui avait saisi le pied. Vainement, elle rua. Autour de sa cheville, l'étreinte d'une mâchoire ou d'une poigne se resserrait et la tirait en bas. En se penchant, elle vit au-dessous d'elle une face aux yeux brillants, plus aplatie et moins poilue que celle des autres bêtes. Cette gueule serrait les dents au lieu de bâiller vers la proie, et grimaçait avec rage. Jamais encore la jeune femelle n'avait vu de près un être de sa race, et elle ne connaissait que vaguement sa propre image entrevue au miroir des flaques. Mais l'intuition animale l'avertissait d'un danger moindre. Que ce fût là un ennemi, elle n'en doutait pas, cependant, puisque tout est ennemi. Se sentant prise, elle poussait des cris aigus, en essayant de broyer à coups de talon le mufle qui se tendait vers elle. Mais le poing la tenait ferme. Des secousses de plus en plus furieuses l'arrachaient de son arbre. Elle tomba dans l'herbe. Dès lors, elle ne cria plus. Avec l'espoir d'échapper, son effroi prenait fin. Elle acceptait la lutte. À peine eut-elle touché terre, et avant que son agresseur n'eût le temps de s'abattre sur elle, elle rebondit et attaqua. Des griffes, des genoux, des dents, un coup de poing sur le front l'étourdit sans la vaincre, et elle revint à l'assaut. Dans l'épaule du mâle qui l'avait prise à bras le corps, elle enfonçait ses crocs. Il hurla à son tour, ramassant un caillou, il lui asséna sur le sommet du crâne un coup si rude qu'elle s'écroula. Des cercles de lumière tournoyaient devant elle, et confusément elle crut sentir s'abattre sur son dos le poids d'une masse violente. Quand elle rouvrit les yeux, le vainqueur l'étreignait encore et ne la dévorait pas. Une étrange douleur la brûlait et une langueur aussi la retenait là, sans que l'idée lui vînt de recommencer à se défendre. Elle ne s'étonnait même pas de retrouver l'ennemi si proche et de ne plus éprouver ni épouvante ni haine. Lorsqu'il fut debout, elle ne mit pas l'instant à profit pour s'enfuir. Ahurie, elle tournait la tête de droite, de gauche, comme si elle eût cherché autour d'elle l'explication de ce qui se passait en elle. Chaque fois, son regard s'arrêtait sur l'homme. Maintenant, il se tenait droit, à 2 pas,
et respirait fort. Elle le vit étirer ses membres, bomber son torse, tendre le cou. Puis brusquement il se frappa les côtes des 2 poings. Il rabaissa les yeux vers sa victime, et leurs regards se rencontrèrent pour la première fois.